The Backstage. Et si tu comprenais vraiment ce qui se passe derrière le rideau. L'humilité de me dire qu'en fait, je veux me lancer dans un truc et j'ai l'humilité de reconnaître que je ne maîtrise pas ces domaines-là. Et j'ai toujours eu naturellement, si je maîtrise pas, je vais demander conseil. J'ai jamais eu peur de demander de l'aide en fait. C'est grave d'accord. Si t'as pas cette capacité à recruter les bonnes personnes, à les mettre au bon poste, à leur donner la bonne vision, en fait, t'iras nulle part. C'est simple, c'est que je fais en sorte quand je me lève le matin et que j'ai mon capital énergie au max, mon capital clarté au max, c'est mettre mon énergie sur les tâches qui rapportent du cash. En réalité, on aspire tous à une chose, c'est d'être des hommes complets. Moi, j'aime bien cette notion d'être un homme complet, tu vois, sur tous les plans, physique, émotionnel, intellectuel, etc. Et moi, monter tes jauges. Ouais, monter tes jauges, exactement. Avec les femmes, et aussi, tu vois. Ok, Alès, mon ref. Ça fait plaisir, mon frérot. T'as la forme ou pas? Ouais, au top. Trop bien. Bon, tu viens d'arriver à Dubaï et je t'ai pris presque sur le tarmac. Ouais. Parce que t'es arrivé hier et t'es déjà là. Merci de venir. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Et de venir faire un petit tour sur le podcast. C'est cool. Donc, pour te pitcher le truc, parce que ça, je t'avais même pas trop pitché en fait. The Backstage, ça a 3 visions. La vision numéro 1, c'est d'interviewer des fois des gens qui habituellement n'ont pas de visibilité, donc qui sont, tu vois, dans les backstage, dans les coulisses de certains business. Ok. Et je crois que sur une certaine partie, t'es bon là-dedans parce que toi, il y a un truc qui te représente bien, selon moi, c'est que dans les business que t'as créés, t'as jamais été uniquement que l'image. T'as su mettre les mains dans le cambouis, faire les choses, recruter, structurer. Et c'est beau, tu vois, parce que moi, justement, ce que j'essaye de faire, c'est de donner de la vision et donner la parole à des personnes qui habituellement sont dans le back-end, travaillent dans les coulisses et font fonctionner les business. Comme je travaille avec, tu vois, tous les mecs qui ont de la notoriété et de la légitimité, souvent je me suis rendu compte que il y avait des gens qui avaient beaucoup de notoriété uniquement parce qu'ils avaient la bonne gueule, la bonne voix et qui s'exprimaient bien, mais qui par contre derrière déléguaient 100% de ce qu'ils faisaient. Et moi, l'un des premiers trucs que je respecte chez toi, c'est que t'as jamais été uniquement que l'image, mais t'as aussi été le mec qui a fait les choses, a recruté, a trouvé les bonnes personnes, a mis de l'énergie dans les aventures, et je trouve ça trop stylé. Je trouve ça trop stylé. Yes. Le point numéro 2 de The Backstage, c'est interviewer des gens qui ont de la légitimité, parce que tu en as aussi, et ça qui est intéressant, c'est que tu es dans cette ambivalence. D'un côté, le gars qui sait rattacher le costume, se foutre en bleu de travail et aller dans la cave pour actionner le vélo, tu vois. Et tu es à la fois aussi ce gars-là qui a une image, qui a la tête de plusieurs boîtes officiellement, et qui du coup a de la présence online. Et c'est aussi l'objectif de venir faire intervenir des personnes qui ont de la légitimité pour parler de leurs coulisses. Parce que le fait est que je trouve, en tout cas, que 100% des gens qui se montrent en ligne avec leur vision et l'angle, le masque qu'ils choisissent sont différents dans la vraie vie. Et je trouve ça trop stylé de pouvoir partager tranquillement et de simplement avoir une discussion entre amis. Et c'est ça la 3e vision de The Backstage, c'est une discussion en coulisses. Et tu vois, t'as l'ambivalence entre les gens qui sont sur scène, qui portent leur masque et qui sont ultra cadrés. Et en fait, dès qu'ils sont en coulisses, tu vois que c'est des personnes qui sont ultra simples. Et c'est fou parce que des fois d'ailleurs, ça peut mettre des petites Moi, tu vois, j'ai cet exemple et je l'avais dit dans le podcast de Alec. Quand j'ai rencontré Alec, j'avais une image très négative de ce mec. Parce que tu sais, sur son personal brand, il paraît ultra froid, ultra carré, très stoïque. Ouais, je vois. Et du coup, on avait fait un premier rendez-vous au train bleu à Gare de Lyon. Et j'étais arrivé en mode méchant, tu vois. J'avais foutu une grande parka noire, full black, des grosses lunettes, j'avais pas lâché un sourire du rendez-vous. Et en fait, j'avais fait ça par mimétisme, tu vois. Mais je me suis rendu compte, maintenant que je le connais bien, que c'est un mec en or qui est ultra gentil. Et je trouve que c'est trop cool d'avoir le droit d'aller checker qu'est-ce qui se passe dans la réalité et dans la vie de ces personnes qu'on voit tous les jours. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je voyais ces mecs sur YouTube, sur Insta, je me disais putain, les gars ils sont comme ça toute la journée, c'est ouf, ils sont trop smart et tout. En fait, quand tu les rencontres, tu vois, tu te rends compte que les mecs ils sont à l'opposé. Ils sont pas toujours, tu vois, mais en tout cas, il y a autre chose en dehors du périmètre. Et voilà, du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu prends la décision de garder cette ambivalence, à la fois d'être l'image d'une boîte, mais de continuer à travailler dedans, alors qu'à ta place, tu aurais certainement des personnes qui auraient décidé soit d'être uniquement l'image, et dans ce cas-là de déléguer à 100% d'entrée de jeu dès qu'ils pouvaient, ou d'autres personnes qui auraient décidé
d'être uniquement dans le back, de travailler tous les jours et de mettre quelqu'un par exemple sur la partie image de la brand? Pourquoi garder cette ambivalence et pourquoi ça te plaît ou ça te plaît pas, mais en tout cas qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? Ouais, alors ça me fait penser à une notion qui est très importante pour moi pour développer un projet, c'est la notion d'incarnation, tu vois, d'incarner ton projet. Moi, quand j'ai développé The Investor, au début, je ne l'ai pas développé dans une optique d'en faire une marque. J'ai démarré avec on va dire le principe du personal branding, parce qu'au début, c'est plus simple. Ça demande moins de moyens et c'est plus voilà, c'est pour fédérer les gens, créer du lien avec une audience, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, je me suis dit, ok, il faut que cette marque, enfin, faut que ce business puisse justement être détaché de mon image pour que si un jour j'en ai marre et j'ai envie de faire autre chose, j'ai simplement envie de me retirer, on va dire, de la scène, ça puisse continuer à vivre. Et donc, ensuite est venue cette deuxième phase où j'ai cherché à changer la branding, à changer le branding, à mettre en place une équipe, des process. Et je l'ai construit, j'ai cherché à le construire, à le développer dans une optique de le revendre un jour. Ça veut pas dire que je veux le revendre, ça veut dire que je le construis dans une optique de le revendre. Tu veux te laisser le choix? Je veux me laisser le choix. C'est trop stylé. Voilà. Et aujourd'hui, je continue, si tu veux, à être le visage de cette boîte-là parce que ça me plaît. Et parce que je crois en mon produit et je crois en ce que je fais. Après, il y a d'autres boîtes où ma présence médiatique n'est pas forcément nécessaire. Maintenant, je trouve que c'est quand même un levier monumental pour un entrepreneur en ligne de pouvoir justement se servir de son capital notoriété pour créer du levier et de l'attraction sur un projet. Moi aujourd'hui je le vois sur les autres activités que j'ai développées après The Investor, ce qui fait que j'arrive à créer de l'attraction assez rapidement sur mes autres activités, c'est toute la trust, toute la confiance que j'ai créée ces 5 dernières années avec ma communauté qui fait que dès que je dis ok je me lance là, j'ai une ruée de personnes et donc forcément je crée de l'attraction. Donc mine de rien, il y a des avantages et des inconvénients à mettre en avant son image. Moi, à mes débuts, je me rappelle, j'ai très mal vécu plusieurs choses. J'ai eu des articles faits par des journalistes dégueulasses, diffamatoires. On m'a traité de cybercriminel. J'ai eu des articles sur Google. Ça a été très dur, franchement. Ma grand-mère a vu ces articles. Des fois, des avis. J'ai eu des Trustpilot qui se sont créés à mon encontre, tu vois. Avec ton name. Avec mon name et tout. Et donc au début, voilà, tu passes par différentes phases. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison? Mais bon, avec le temps, tu te rends compte qu'au final, et ça, je me rappelle, c'est Joe qui me disait ça, c'est que en tant qu'entrepreneur, des fois, on s'accorde trop d'importance, tu vois. On s'accorde trop d'importance et on pense que nos problèmes et notre perception des choses, c'est la perception des autres, tu vois. Et que nous, on voit un problème sur le fait que quand tu tapes ton nom sur Google, il y a ça, mais en réalité, combien de gens qui tapent ton nom sur Google? Et quand bien même on voit que tu clives et que tu es polarisant, et au contraire, ça va renforcer. Les gens qui t'aiment, ils vont t'adorer. Et les gens qui t'aiment pas, ils te détestent. Mais au final, c'est bien parce que je trouve que il y a que les gens qui font rien. Y a que les gens qui prennent pas ce risque, qui font rien, qui sont pas aimés, qui sont détestés. Donc je trouve que au final, engager son image sur ses activités, pour moi, pas uniquement, parce que si tes business dépendent que de ton image, c'est pas bon non plus. Mais pour démarrer, je trouve que le personal branding, et même à terme, c'est vraiment un actif qui est... Pour moi, c'est l'actif le plus antifragile. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Mais on parlait de notion d'antifragilité, mais le fait d'avoir une communauté qui est fédérée autour de ton personal branding, tu lances n'importe quoi, n'importe quel produit. Et si tu fais pas de la merde, si tu n'envoies pas les gens au casse-pied, tu vois. Mais pour moi, je vois pas quelque chose de plus rentable aujourd'hui qu'une communauté. Franchement, et quand je dis la communauté, je vois pas d'actif plus gros que d'avoir la confiance de milliers de personnes. Ah, il y a trop de gens qui m'ont dit ça, ouais. Je me rends pas compte. En fait, ce que je me rends pas compte, c'est en termes de invest and invest return, tu vois. Est-ce que... en fait, c'est un sujet, c'est aussi, est-ce que tu vois long terme, short terme, middle? Et en fait, tu te dis, écoute, sur le court terme, il faut dire la vérité, développer une communauté, ça casse les couilles, ça coûte une blinde. Ouais. Tu vois, et c'est peut-être pour ça aussi que toi, quand t'as commencé... Erreur. Parce que, tu vois, c'est super intéressant parce que ce que tu me disais, c'est un peu le regret que t'as. Mais à la fois, si t'avais fait all-in sur la commu, est-ce que t'aurais eu le cash pour envoyer en ads, bombarder? Mais moi, les ads, au début, mon grand regret, c'est que les ads, j'ai mis 1 euro. J'ai lancé mon premier business, c'était avant le début du Covid. Enfin,
quand j'ai commencé à scaler l'activité et que j'ai commencé à dépenser en ads. Parce que j'ai commencé, moi, si tu veux, avec l'emailing, à faire de l'affiliation avec d'autres bases email. Donc je dépensais pas, mais je partageais à mort la rentabilité. Quand j'ai commencé à faire de l'ads, au début Covid, et que je mettais 1 et que je récupérais 3 balles, c'est super addictif. Et donc, tu te dis, bah vas-y, l'organique, vas-y. Tu prends la dopamine toute la journée. Balek, on avoine l'ads. Et puis au final, t'as le cash, c'était sur le court terme et tout, t'es drivé. Et puis ensuite, tu te rends compte que le Covid passe. Que au final, au lieu de faire x3, x4 en pub, tu fais plus que x1,5 et tu te dis putain merde, en fait ce serait peut-être bien d'avoir une commu, tu vois. Et donc, non, je pense qu'il faut faire les deux. Et il y a un autre truc, c'est que, en plus, quand tu fais les deux de manière. Parce que c'est pas uniquement paid traffic et content creating, c'est en fait des fois, d'ailleurs très souvent, moi je le vois, mes clients qui font de l'advertising et qui ont un personal brand et mes clients qui font de l'advertising et qui n'ont pas de personal brand, ils ont pas du tout la même renta, tu vois. Parce que un mec qui vient en cold sur ton funnel mais qui sait pas qui tu es, c'est vrai. Comparé à un mec qui vient sur ton funnel, qui tape ton nom sur Google, qui voit du référencement, bam, Insta, des abonnés, des likes, la qualification elle est ouf, tu vois. Et je crois que aujourd'hui les personnes qui ont cette mentalité de faire les deux de manière simultanée et de se dire écoute, d'un côté j'arrose parce que je veux de la renta, mais je fais aussi cet effort d'avoir le minimum syndical, tu vois. Parce que c'est ça le truc. Moi j'ai vu des mecs partir à la guerre, tu vois, mais à poil. C'est-à-dire les mecs ils ont pas un site, nous on a des sales qui disent mais attends mec c'est chaud. 2 abonnés Insta. Ouais c'est trop chaud, tu vois. Et tu dis attends alors. Dans ton funnel, il y a écrit The Expert of, l'expert de. D'autre côté, on tape ton nom sur Insta, t'as 54 000 abonnés et 3 likes sur tes pictures, ou 2 abonnés, et mec, ça n'a pas de sens, tu vois. Ça a pas de sens. C'est vrai. La cohérence là-dedans, elle a trop d'importance. Je suis d'accord. Elle a trop d'importance. C'est quoi C'était quoi toi ta vision? Parce que tu vois, je me dis, investissement, c'est à la fois très broad comme sujet, mais c'est à la fois niché finance. Et moi qui te connais, c'est vrai que c'est pas ton seul centre. C'est pas mon expertise d'intérêt, tu vois. Pas du tout. Et donc tu te lances là-dedans pourquoi? Parce que tu dis, moi tu sais, si je devais refaire ma vie, je crois que je serais trader. Ok. Alors je suis très content comme je le suis, j'ai pas envie de la refaire, mais si jamais je pense que demain, moi l'un des seuls jobs que je ferais serait un job dans les finances, parce que moi j'avais une vision qui était ultra biaisée. Et à cause de tous les mensonges que j'ai entendus, je croyais que le moyen le plus simple en termes de proba et le plus rapide de devenir riche, c'était de créer sa boîte. Or, je crois que c'est faux. Tu vois. Et le truc, et au final, mathématiquement, parce que je suis allé voir les stats, la manière le plus simple de devenir millionnaire, c'est d'être dans les finances, tu vois. Parce que c'est là où tu contrôles l'oseille. Donc, pourquoi cette décision? Et qu'est-ce qui t'a fait dire, vas-y, je pars dans les finances, plutôt que faire des formats sur d'autres sujets, ou utiliser tes autres points de génie, quoi. La phrase de mon premier mentor, Eric Bernzin. À un moment, il me regarde dans les yeux, on était en train de boire un café, il me dit Alessandro, c'est simple, si ton objectif, allez là la nuance, si ton seul objectif là à court terme, c'est de gagner de l'argent, c'est de devenir indépendant financièrement. Parce que moi je lui disais, moi mon objectif c'est de gagner de l'argent, c'est déjà de me créer une sécurité financière, d'arrêter de dépendre de mes parents et de faire des conneries pour payer mes restos, mes chaussures et mon loyer. Il me dit ok, si tu veux gagner de l'argent, pas impacter les gens, gagner de l'argent, sois investisseur. Pourquoi? C'est simple. Plus il y a d'intermédiaires entre toi et l'argent, moins tu vas en gagner. Créer une entreprise, d'accord, tu veux créer une boîte, faut faire une offre, faut se former au marketing, faut mettre en place un service client, faire de la pub. Faut maîtriser plein de compétences. Il y a 1000 milliards de facteurs qui peuvent faire que ça se passe. Et l'argent, c'est la conséquence de tout ce travail. L'investisseur, c'est lui, l'argent. That's it. Ça m'a mindfucké. Et donc, je me suis dit, ok, très bien. Donc j'ai cherché en fait, étant donné que moi j'étais pas expert, j'étais pas investisseur, enfin j'avais pas de compétences là-dedans, j'ai cherché à m'entourer de gens compétents pour les mettre à mon service, parce qu'à l'époque, je t'ai parlé des détails, mais j'avais fait des petits boulots, j'avais bossé chez Chanel à Luxembourg, l'été, etc. J'avais mis un petit capital de côté, je me suis dit je vais prendre le temps de chercher. C'est quoi, c'est Chanel vendeur? Ouais. Trop stylé. Ouais, la serpillière. Alors, je renversais les coupes de champagne sur les pompes des Chinois parce que je tremblais et tout. C'était l'horreur. L'horreur. Je m'enfermais le samedi, les jours de gros afflux, je m'enfermais dans les toilettes, je jouais parce que j'avais honte en fait, j'avais peur, j'étais stressé. Ah ouais? Ouais, le matin, je me simulais des mal de ventre pour pas y aller. Et depuis ce jour-là, en fait, quand j'ai arrêté, je me suis dit, je me fais la promesse que plus jamais de ma vie, je serai salarié. J'ai très très mal vécu cette période. Pourtant, Chanel, c'est stylé, sérieux. Ouais, c'est stylé sur le papier.
sur le papier. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur la vente notamment. Tu vois, le fait de théâtraliser, de s'intéresser aux clients. Chaque client qui passait, les vendeurs, ils se souvenaient de la date d'anniversaire. Alors, votre petit-fils, comment ça va? Ah, madame, machin, on a reçu. S'intéresser aux gens. Chaque client avait été dans le CRM avec une storytelling bien précise. Point émotionnel. Ouais, théâtraliser. Un truc qui m'a beaucoup emmerdé dans ce milieu-là, c'est l'hypocrisie, tu vois. Donc, tous les jours, faut que tu le sois. Voilà, mais ça m'a appris de bon côté, mais la meilleure chose que ça m'a appris, c'est qu'au final, je ne suis pas fait pour être dans ce milieu-là. C'est quoi qui te dérange là-dedans? C'est déjà c'est le système hiérarchique, tu vois, donc, l'autorité. Et ça, je pense, c'est commun. Moi, je suis un putain de rebelle. Ouais, moi, tu vois, c'est le truc. Tu sais que il y a un autre métier qui m'aurait trop plu, c'est faire militaire, tu vois. Je suis tellement excité par les méta de carrière, commando, etc. Ouais. Mais je me dis, mec, moi, un gars qui vient me dire ramasse ton truc, je lui dis, bah mec, non, tu vois, j'ai pas envie. Et si tu commences comme ça, tu comprends très vite que tu iras pas loin dans l'armée, tu vois. Et j'ai ce truc-là. D'ailleurs, là, on lance un nouveau produit qui s'appelle Rebellisme, avec une vision un petit peu à contre-courant sur le marché français. Et je crois que le truc d'être rebelle, c'est vraiment une caractéristique clé qui est dépendante à toute personne qui un jour s'est dit vas-y fuck off, j'ai pas envie d'être salarié, je veux créer mon truc quoi. À fond. Donc ensuite à l'issue de ça, donc j'ai rencontré en investissant en moi dans des séminaires machin, la fille a fait que j'ai rencontré des gens qui étaient bons dans la crypto, dans l'investissement sportif. Comment tu bascules là-dedans? Moi ça m'intéresse de ouf parce que c'est moi en gros si j'avais pas rencontré des personnes mais par pur hasard qui m'avait redirigé et qui m'avait dit mec le meilleur investissement que tu peux faire c'est sur ta gueule. Mais ça tu vois c'est compliqué parce que tellement qu'on l'entend on a l'impression que c'est du bullshit. Mais non, c'est la vérité, le meilleur investissement qu'on peut faire c'est sur sa gueule, ses compétences, devenir meilleur et tous les jours avancer dans la bonne direction. Donc toi ça a été quoi ce déclic entre mec je suis salarié, je suis chez Chanel, je passe la serpillière et bam je capte que je dois faire ça, je dois aller dans des putains de séminaires. Je veux dire c'est un gros step. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Bah en fait ce qui m'a créé ce trigger en fait c'est déjà sur YouTube. Et puis je pense que en fait j'avais surtout déjà l'humilité de me dire que en fait je veux me lancer dans un truc et j'ai l'humilité de reconnaître que je ne maîtrise pas ces domaines-là. Et j'ai toujours eu naturellement si je maîtrise pas je vais demander conseil. J'ai jamais eu peur de demander de l'aide en fait. Tu vois. D'être humble là-dessus. Ouais. Franchement, je sais pas, apprends-moi, tu vois. Et j'ai aucun problème à assumer que je maîtrise pas ça. Chose qui est important aussi quand t'entreprends, d'avoir conscience de tes faiblesses et de tes forces, et de savoir demander de l'aide. Et ça, il y en a tellement peu qui le font. C'est vrai. Combien de gars tu vois mettre des masques, essayer de faire style qui sont bons dans un sujet, jamais avouer qu'ils captent pas. Moi, le nombre de fois où je dis mec, putain, gros, j'en sais rien, je suis pas bon, tu vois, dis-moi comment ça marche. Marc Simoncini disait une phrase dans une interview qui est excellent pour moi, c'est ça la définition d'entrepreneur. Être entrepreneur, c'est savoir s'entourer de gens meilleurs que toi, les faire fédérer à ta vision et faire en sorte qu'ils travaillent dur tous les jours pour accomplir cette vision-là. Tu vois. Moi, j'adore ça. Cette notion de s'entourer de gens meilleurs que soi. C'est paradoxal, tu vois. Ah, parce que t'as entendu te dire, mec, je suis le leader de la boîte, je dois être le meilleur. Mais en fait, le meilleur à quoi? Parce que si t'es meilleur de partout, en fait, t'es le meilleur nulle part à la fin de la journée. Oui, tout à fait. Comment t'acquiers ça? Les gens ils doivent travailler dessus, tu vois. Et moi je te dis la vérité, au début j'étais un hypocrite fou. Parce que tu sais en plus t'es là, genre t'es jeune, t'as la dalle, tu peux pas avouer que t'as des faiblesses. Et tu dis à tout le monde mec t'inquiète je gère ça, je suis bon là-dedans. En fait tu gères que dalle. Et derrière ce manque de sincérité et d'humilité, il te retombe sur la gueule 6 mois plus tard parce que t'as fait des conneries dramatiques, tu vois. Comment est-ce que tu prends conscience est-ce que pour toi c'est obligatoire de se prendre des murs et de se dire vas-y mec il faut que je change? Ou est-ce que t'as un moyen, une strat, un tips pour prendre conscience que putain c'est pas grave de pas savoir, c'est pas grave de pas comprendre et qu'aujourd'hui l'authenticité elle se valorise de malade? Mec, la valeur de l'authenticité aujourd'hui c'est ouf, tu vois. Mais à fond. Mais après en fait je pense qu'il faut avoir conscience que si en tant qu'entrepreneur, si ta vocation c'est d'être entrepreneur, de bâtir, de créer des choses qui ont de l'impact, en fait c'est pas toi qui bâtis ta boîte, tu vois, c'est ton équipe. À un certain niveau, tu vois, si tu veux faire 8-9 chiffres et plus, tu vois, c'est grave d'accord. Si t'as pas cette capacité à recruter des bonnes personnes, à les mettre au bon poste, à leur donner la bonne vision, en fait, tu iras nulle part. Le technicien, il peut faire ses 6 chiffres, ses 7 chiffres par an. Allez, tu vois, si vraiment t'es dans la technique, par contre, tu travailles toute la journée, tu vas travailler comme un chien. Surbooké, ça va être une galère. Si t'es ok avec ça, alors voilà. Mais si tu veux faire quelque chose de game changer réellement,
J'ai pas de strat, tu vois, mais c'est juste d'intégrer cette notion-là. L'humilité pour déléguer, je crois que c'est trop important. C'est ça. Et que la réussite d'une boîte, c'est toujours la résultante de la mutualisation de compétences, de connaissances, de cerveau, tu vois. C'est tout, tu vois. Il faut être capable de reconnaître aussi ses faiblesses et de pas vouloir être au four et au moulin, tu vois. Ça marche pas. En fait, c'est surtout la valeur de son temps et de reconnaître où est-ce que c'est dans quel domaine dans lequel tu as le plus de leverage, tu vois. Moi, c'est ce que quand on se lève le matin, je dis ok, aujourd'hui, par rapport à notre zone des génies, quelles sont les actions les plus urgentes et importantes à entreprendre aujourd'hui qui vont nous rapprocher de notre objectif, tu vois. Et là, tu vois, on se dit souvent, non, là, à l'aise, tu t'apprêtes à faire une chose, c'est pas à toi de le faire. Ah oui, c'est vrai, tu vois, t'as raison. Des fois, c'est inconscient, on fait des choses, ah là, j'ai une demi-heure, non, mais une demi-heure, prends pas ta demi-heure pour faire ça, c'est à lui de le faire. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, tu vois. Et tu remplaces par quoi alors? Genre, putain, c'est trop intéressant. Quand toi, tu t'apprêtes à faire une connerie, ouais, un truc qui n'est pas dans qui n'est pas dans ta zone de génie et dans le sujet sur lequel tu as le plus de plus-value. Est-ce que tu as style. Moi, tu vois, par exemple, je range mes tâches en 4 parties. Ouais. En gros, j'ai urgent, important, urgent, pas important, important, peu urgent. Ah, tips de peu ouf, je vais urgent, te pas le prendre, important. ça. Mec, c'est fou furieux. Ah, lourd. C'est fou furieux. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, t'arrives le matin, truc numéro 1, bam, tu fais. Et déjà, tout ce qui est pas là-dedans, tu dis, c'est bon, c'est tranquille. Et après, au fur et à mesure de la journée, moi par exemple, quand j'ai un trou ou quand je m'apprête, moi j'ai ça maintenant. Pourquoi on a pris aussi une assistante de direction? Ça, c'est l'un des meilleurs assistants que j'ai fait de ma vie. Parce qu'en fait, la meuf te dit, non, mais ça, c'est juste pas ton rôle en fait. Tu vois. Et moi, je sais qu'à chaque fois que du coup j'ai un trou qui se crée parce que c'est pas mon rôle, je vais dans important, pas urgent. Et là, tu vois, j'ai des tâches prédéfinies. Tu vois, c'est des conneries, tu vois. Tourner une formation, faire un feedback sur une grosse formation qu'on a, mais bon, voilà. Moi, je le fais jamais, ça. Si je mets dans important, pas urgent, en vrai, je le fais jamais. Ah ouais? Mais alors, toi, du coup, ma question, c'est que quand t'as ces time zones qui se libèrent. Ouais, mais moi, j'ai un gros manque d'organisation. Quand je vois ce que tu fais, je me dis, mais ça, j'aurais dû le faire à mort. Je manque de process. Ça, c'est pas compliqué, mec. Hein. Mais ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais quand je prends conscience de. Bah, en fait, tu joues aux échecs. Je me ressens. Hein. Tu joues aux échecs. Ouais. Non, en fait, je me ressens, je dis, ah ouais, ok. Et je me repose les bonnes. En fait, c'est simple, c'est que je fais en sorte, quand je me lève le matin et que j'ai mon capital énergie au max, mon capital clarté au max, c'est mettre mon énergie sur les tâches qui rapportent du cash. Tu vois. Donc la vente, donc appeler des partenaires, donc le matin faire mon point avec mon CEO qui va gérer l'opérationnel des boîtes. Une fois que ça c'est fait, c'est passer mon temps sur les leverages les plus importants, tu vois. C'est là où le cash va rentrer, tu vois. C'est par exemple là comme on a fait, faire un call avec elle, faire une mise en relation stratégique, mise en relation, voilà machin, c'est tout. Genre de choses, tu vois. Genre de choses, ou la réflexion, tu vois, tourner en rond dans mon salon, tac, penser, noter des trucs, ensuite faire le point avec mon CEO, est-ce que ça t'en penses quoi, machin, tac. Tu fais souvent ça? Ouais, tous les jours. Et c'est structuré, genre est-ce que t'as des moments dans ta journée où tu sais, là je vais prendre du temps pour moi avec un papier et réfléchir? Moi tu vois, je dis ça parce que j'aime beaucoup le terme de, je sais pas si tu connais la sérendipité. Non, c'est quoi? Sérendipité, c'est les découvertes qui sont faites par hasard. Et en fait, les plus grandes révolutions au monde ont été faites par sérendipité. C'est tu fais une action qui est complètement hors contexte, et cette action-là te donne une idée folle. Moi, typiquement, le moment de la journée où j'écris des trucs de ouf, mais je prends des notes, mais qui ont changé ma vie, c'est quand je suis au sport. Alors que tu vois, ça paraît contre-intuitif. T'as envie de te dire que tes meilleures idées viennent quand t'es en deep work. Mais moi, quand je suis au sport, entre chaque putain de série, j'ai une note sur mon téléphone, tu vois. Parce que quand je suis désaxé du business et que du coup j'ai la tête en dehors du guidon, c'est là que les idées me viennent. Sous la douche aussi. Trop stylé. Sous la douche au sport. C'est vrai, t'as raison. Ça, c'est dingue de mettre un mot sur cette notion-là. Sérendipité. Ouais, hors contexte, c'est là où t'as les plus gros insights. Je suis Archimède, il se détend dans sa baignoire et bam, il voit l'eau monter et il comprend le truc, tu vois. Alors qu'il n'était pas sur son bureau en train d'essayer de capter une théorie. C'est dingue ce que tu dis. Moi, un truc, ma gonzesse, mon ex, elle me disait, quand on était au resto, des fois je prenais mon téléphone et elle me reprenait en permanence, vas-y, on est au resto, mais je dis non, mais en fait, c'est juste, faut que je réponde à quelqu'un, alors qu'en fait, c'était parce que je venais d'avoir une idée. Tu vois, des fois, elle me parlait et boum, en fait, des fois, j'étais plus avec elle, je pensais. Genre, puis le fait, elle me dit un truc. Tu vois flou, ouais. T'as des jeux qui se perdent, bam, t'as une idée. Ouais. Ouais, mais tu m'écoutes pas, de toute façon, tu m'écoutes jamais. Ça, je te l'ai dit ce matin. C'est classique. Je te l'ai dit ce matin, ah ouais, mais en fait, c'est pas que j'y pense pas, c'est que. Il y a l'insight qui arrive. Mais ouais, c'est trop lourd. Ah, c'est trop stylé. C'est trop. C'est quoi là? Parce que là, tu te diversifies de ouf. Et en fait, je trouve que l'humilité que t'as. Et tu vois, tu sais, c'est pareil. Je crois que quand on te voit sur les réseaux, il y a eu une espèce de mauvaise interprétation, tu vois. Parce qu'on voit le mec
investisseurs. T'as compris, ça donne une vision très mégalo et stéréotypée de l'entrepreneur. Et honnêtement, je le dis sans rougir, t'es l'un des mecs les plus humbles que j'ai rencontrés de ma vie. Et pourtant, des mecs, j'en rencontre tous les jours, tu vois. Et du coup, ce qui est fou, c'est que cette humilité, elle te permet d'aller dans tous les secteurs du monde. Parce que toi, le truc où t'es bon, c'est que tu rentres dans un truc, tu crées une strat, tu t'entoures de mecs qui sont meilleurs que toi dans les domaines sur lesquels tu sais rien faire, et ils travaillent pour toi. Et c'est trop stylé. Donc, 2 questions. Pourquoi, déjà, parle-nous de ce qui va se passer après et quelles sont les nouvelles directions que tu as prises et pour quelles raisons tu les as prises. Ok, cool. Alors, première direction que j'ai prise, déjà, c'est de... Maintenant que j'ai mis en place, on va dire, maintenant que je me suis sécurisé, que j'ai créé une équipe compétente autour de moi, mon focus, il est justement maintenant sur des business, c'est de continuer de faire des choses qui me plaisent, qui m'épanouissent, qui ont un impact positif sur la vie des gens, mais à plus grande échelle. Et quand je dis à plus grande échelle, c'est plusieurs millions, etc. Et là, pour ça, il faut s'associer. Donc j'ai pris la décision de m'associer avec Kevin, que tu connais. T'avais jamais fait ça avant ? Jamais fait. J'ai toujours eu très peur, et puis mon père qui s'est associé de multiples fois dans sa vie, ça n'a jamais marché, donc il m'a, pour moi là, et puis qui ont divorcé et tout, et pour moi en fait j'ai hérité un peu de cette croyance que t'allais te faire niquer, ça n'allait pas marcher, etc. Et donc voilà, donc j'ai pris le temps de faire mes armes, d'acquérir de l'expérience tout seul avec le modèle infoprenarial. Et là, bah voilà, aujourd'hui il faut s'associer, le cerveau collectif. Enfin, quand tu veux passer à ce niveau-là, il faut s'entourer de gens qui ont des compétences différentes. Et Kevin, c'est top, c'est que on a des compétences qui sont totalement différentes et très complémentaires. Lui est plus âgé, a monté beaucoup plus de boîtes, donc il a une expérience que je n'ai pas, et on a tous les deux des choses à s'apporter. Et surtout, on a pris le temps en fait de devenir associés. Tu vois, on se connaît depuis 4 ans, on s'est connus dans un contexte particulier, c'est qu'on s'est fait arnaquer tous les deux par une personne. Et puis on a pris le temps, on a voulu monter plein de projets, mais les planètes... Ça c'est le top, ça c'est la meilleure création de confiance, parce que l'ennemi de mon ennemi... non, c'est quoi ? L'ami de mon ennemi... Non, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Oui, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Non, l'ennemi de mon ami... Non, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ah oui. Et du coup c'est trop stylé, parce que d'entrée de jeu, tu brises la glace, et t'as un lien de confiance by intent, mec, regarde, on a eu confiance en la même personne, on s'est fait niquer. Oui, tout à fait. Donc, on s'associe pour monter une boîte. Et tiens, tu crois qu'on est débiles ? Parce qu'on n'a pas réussi à le choper là. Les débiles, ils ont pas réussi. Il fait des CEO qui ont trop de neurones, ça, c'est classique. On va trop vite. J'ai pas relevé, moi, t'as compris, tu vas plaisir. Et donc, du coup, on rassemble nos compétences pour travailler sur un super projet dans le Web3, donc, qui nous passionne. On est tous les deux passionnés de Web3, donc on bosse là-dessus. Donc, ça, c'est un sujet vraiment long terme sur lequel on bosse. On a monté un projet en commun aussi qui est AEK22, qui est un fonds d'invest crypto qui est super cool, qui est un super business model qui nous permet de financer justement ce projet plus long terme, parce que l'idée d'avoir des business à cash flow comme l'infoproduit, etc., c'est de pouvoir avoir cette puissance financière, de pouvoir autofinancer des projets plus ambitieux. Moi, c'est ça, être sa propre banque, tu vois, être sa propre Qu'est-ce que c'est bon ça. Ça n'a pas de prix, pas être obligé d'aller lever systématiquement de l'oseille. Rendre des comptes à des investisseurs. C'est ça. T'as pas le droit de donner ta vraie vision. Peut-être que ça prendra plus de temps. On est ok, mais au moins on va prendre le temps de développer les produits. Et si, quand bien même, peut-être un jour on voudra lever des fonds, eh bien on aura déjà développé des produits qui seront fonctionnels et on l'aura. Et puis en plus là tu les vends en un claquement de doigts. Exactement. Donc la vision elle est celle-ci, elle est de bosser sur des projets plus long terme, de kiffer et de développer l'organique, tu vois, renforcer, on va dire, la communauté. Donc là, tu vois, je développe une chaîne YouTube avec des formats podcast. Tu vois, j'ai envie d'aller à la rencontre de gens qui font des métiers, des différents, les mettre en avant, tu vois, c'est un truc qui me fait kiffer, voilà. La direction elle est là, et puis de continuer de faire tourner cette boîte The Investor qui on va dire la boîte sentimentale, tu vois, là, la baseline. La baseline, voilà, c'est ça. Mais en fait, ce que je me rends compte de plus en plus en rencontrant des gros entrepreneurs, c'est qu'ils arrivent à avoir cette dualité où à la fois ils s'entourent de personnes qui sont meilleures qu'eux, comme on a parlé, mais à la fois ils arrivent à reconnecter, tu vois. C'est quoi qui est important pour toi là-dedans ? Ça me rappelle d'où je viens, et ça me permet justement de rester fidèle à certains principes que j'ai, qui fait qu'aujourd'hui, selon moi,
je m'en sors pas trop mal, tu vois. Pas trop se prendre au sérieux. Pas trop se prendre au sérieux, On en parle tous les jours avec respecter tout le monde, ouais, tu vois, respecter, tu vois, les gens, tu vois, pas garder, tu vois, cette humilité, tu vois. Tu vois, Joao, je bosse, depuis décembre là, on bosse ensemble. Mais avant, j'avais un CEO, il était avec moi depuis 5 ans, tu vois, j'avais tout construit avec lui. Mais tu vois, Joao, il a une expérience business, tu vois, ça fait quoi, 1 an que t'es dans le business. Avant, tu bossais en Suisse. Mais tu vois, on passait des soirs ensemble. Il a démarré il y a 1 an en tant que closer. Et putain, je me dis, mais en fait, la marge de progression était pas non plus folle. Mais je me suis dit, putain, à chaque fois que je suis avec ce mec, tu vois, j'apprends des choses, il a quelque chose à m'apporter, mais je suis sûr qu'il est juste pas à la bonne place. Et tu vois, si j'aurais jugé qu'à l'expérience, je me serais dit, mais non, en fait, à l'expérience, en fait, si je mets un CEO, il faut quelqu'un qui a un background, etc. Mais en fait, j'ai pas jugé l'expérience, j'ai jugé l'homme, j'ai jugé l'humain, les valeurs, les principes. Je me suis dit, non, en fait, il est juste pas à la bonne place. Mais ce gars-là, tu vois, on a les mêmes valeurs, j'ai confiance en lui. Et je sais qu'à ce rôle-là, il peut être exceptionnel. Et je me suis jamais senti aussi confiant. Ma certitude a jamais été à ce niveau-là que depuis qu'on bosse ensemble. Et alors qu'à la base, t'étais vraiment pas, pas voué à avoir ce poste, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Mais juste parce que j'ai fait le choix de faire ce pivot, et ça, je pense que je suis assez bon là-dessus sur cette intuitivité de recruter les bonnes personnes, de les mettre à la bonne place. Et aussi d'avoir les couilles de changer son paradigme, tu vois. Ouais. Parce que regarde, combien de personnes auraient été dans ta situation et se seraient dit, j'ai cette intuition, mais ça demande trop de mouvement. Ouais. Est-ce que ça va vraiment marcher? Ça a été dur. Est-ce qu'au final, je vais pas perdre plus que ce que je vais gagner? Ouais. Tu vois, il y a 1000 milliards de questions. Sur le court terme, j'ai perdu, en vrai. Ces 3 derniers mois ont été compliqués, tu vois, en vrai de vrai. Parce que j'ai eu une mauvaise gestion de trésor aussi en 2022. J'ai mis 50% de ma trésor en crypto. Parce que j'aurais jamais dû faire. J'ai pris une leçon de ouf. Mais la réalité, c'est que ouais, des fois, il faut savoir capitaliser sur des gens qui, sur le papier, tu vois, où tu te dis, en fait, non, tu vois, j'ai 50 business. Non, si demain j'ai les moyens de recruter un bon CEO, en fait, je vais chercher quelqu'un qui sort qui a énormément, qui a plus d'expérience, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, le fait de me reconnecter aussi au réel me permet de me dire, en fait, les talents, tu vois, ils peuvent venir de partout. Ne négligez personne, ne surestimer, ne sous-estimer personne, de mettre toujours les gens au même niveau. Voilà, c'est tout. Mais après, pour autant, il faut aussi savoir dégager les gens qui sont néfastes, tu vois. Moi, il y a plein de gens où je me suis séparé. Il y a des gens que je continue de voir, mais à petite dose, ça me fait du bien. Mais la réalité, c'est 80% de ton temps, si tu le passes avec ces gens-là, forcément, tu vas aller vers le bas. Non, je pense que c'est un juste milieu, mais c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important, tu vois, de partager des... Puis ça me permet de mieux apprécier aussi ces moments-là, tu vois. Ça, je suis grave d'accord. Quand tu manges dans un putain de resto... et que 3 jours avant, t'es capable aussi de manger dans une petite brasserie à 20 balles dans une province de France. Moi, j'ai besoin de mixer entre ces deux trucs-là, tu vois, pour pas s'embourgeoiser et puis devenir... Ouais, je suis trop d'accord. Moi, tu vois, je croyais vraiment qu'il fallait vraiment toute sa vie s'entourer plus, être mieux et toujours aller plus haut. En fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que si tu vis déjà dans l'ultra luxe et que toute ta vie tu vis dedans, l'ultra luxe devient une banalité pour toi. C'est ça. Et alors là, le jour où tu retombes à la vraie réalité standard, tu te tires une balle, tu vois. Et moi, tu vois, il y a une règle que je me suis fixée, c'est que j'aurai jamais plus d'1 mois et demi ici à Dubaï, lisse. Hier, je me fais toujours une coupure entre 1 mois et 1 mois et demi, où je rentre en France, où je vais dans un pays plus pauvre, tu vois. Ça fait trop du bien, en fait. Déjà, de dire que parce que, pour moi, et d'ailleurs, c'est un running gag, on discute souvent, mais j'apprécie pas Bali. Mais en fait, pourquoi j'apprécie pas Bali? Parce que Bali, selon moi, c'est pas l'endroit où tu peux construire un business. Simplement parce que, selon moi, c'est pas l'endroit où il y a assez de stress économique pour te mettre dans une posture où tu te sens stressé et où tu dois faire les efforts pour t'en sortir. Mais pas que Bali, hein. Bali, le Mexique, mais je dis Bali parce que tout le monde se barre à Bali en ce moment. Par contre, je trouve que partir 1 semaine à Bali pour comprendre que déjà petit 1, en fait, tu fais bien assez d'oseille, parce que tu vois, c'est un vrai truc. Si tu vis ici à Dubaï et que tu fais 20 000 euros par mois, t'es pas riche. T'es bien, mais t'es pas riche, tu vois. Alors que tu vas faire 20 000 euros par mois à Bali, t'es le roi du monde. T'es le roi du pétrole. Et ça crée un différentiel où déjà, ça te permet de respirer un petit peu. Et de dire, vas-y, c'est ok, je
je suis pas à plaindre. En fait, je me rends compte que je suis pas tant stressé que ça, Ouais. et que c'est vraiment l'endroit dans lequel que j'ai décidé de vivre qui me pousse vers le haut, Ouais. qui me permet d'aller d'avancer. Et le deuxième truc, c'est de relativiser, tu vois. Mec, la vie est tellement courte, Ouais. ça va à une vitesse folle. Ah ouais. Si tu commences à toute ta vie te monter la tête, croire que t'es À le roi du mort, monde, à mort, etc., à mort, à mort. tu pars en vrille, quoi. Tu pars en vrille. Puis moi j'ai besoin de continuer d'apprécier, tu vois, cette chance de pouvoir voyager en première classe, manger dans des bons restos, etc. J'ai envie de continuer à apprécier ça et de continuer de me dire que c'est une chance en fait, tu vois. Bien sûr, mais il faut connaître la classe éco pour kiffer Moi. voyager en first. Il faut connaître ta vieille Twingo dégueulasse À mort. pour kiffer avoir une Nissan GTR qui crache des flammes, Ouais. etc. etc. C'est Et sûr. c'est ça sur la même ligne. Je suis d'accord avec ça, ouais. C'est quoi tes kiffs toi, à côté du business? T'as relancé le... Ouais, bien sûr. Ah ok. Ah, mais là, frérot, c'est règle depuis tout à l'heure. Ah ok, lourd. Mes kiffs Ouais, en dehors du business. ouais. J'aime C'est bien ça les faire la backstage. fête, j'aime le sport. J'aime le sport, j'aime bien passer du temps, tu vois, discuter avec des potes, j'aime bien ça. Ouais, t'aimes bien discuter. J'aime bien échanger, ça me permet, j'aime bien extérioriser, tu vois. En vrai, le sport, une sortie de temps en temps, les restos le soir, pour moi, c'est un hack, ça, tu vois. Ça fait 5 ans que je mange au resto tous les soirs, tu vois. Comment t'arrives à garder une bonne diète en faisant ça? Bah parce que tout simplement je fais en sorte en fait ce qui compte c'est ton total calorique, Ouais, donc en c'est fait tout. je mange la journée pour garder un bon niveau de productivité, je mange pas de glucides, tu vois, et je mange assez soft, et le soir je me fais plaisir sans pour autant manger des frites. On appelle ça la diète flexible. Ouais. Et il y a des mecs, bon, d'ailleurs je donne une petite dédicace, il y a un mec qui s'appelle Antoine Fonbonne sur YouTube et qui a démocratisé ça avec son associé. Ils ont créé une formation qui s'appelle la diète flexible. Ouais. Et en gros, ils t'expliquent que tu as que 2 sujets dans ta journée. C'est petit 1, est-ce que tu as tapé tes macros? Ouais. Donc en gros, est-ce que tu as un apport en prod qui est suffisant? Et petit 2, est-ce que tu es dans tes cales ou pas, tu vois? Est-ce que tu es en surplus C'est ça. ou est-ce que tu es en déficit? C'est ça. Et juste avec ces deux règles Ça à la con, suffit. tu gères ta nutrition. C'est ça. Comparé aux mecs qui s'envoient des tableaux où ils calculent. C'est une Bullshit. galère sans nom. Oh. Et je trouve ça trop stylé que tu arrives à t'octroyer ce kiff quotidien, d'aller manger dans des bons restos. Et Ouais. ça prouve que, regardez ce gars-là. Regardez ce gars-là, musclé, beau C'est lui gosse. qui dit ça. Musclé, beau gosse. Et pourtant, tous les soirs, il est au resto. C'est un kiff. Ouais, c'est Trop clair, stylé. c'est clair. Le sport, pourquoi le sport? C'est quoi qui est important là? C'est d'extérioriser, tu vois, là où les gens, tu vois, ils extériorisent dans les clubs, dans la drogue, dans l'alcool, bah moi c'est dans le sport, tu vois. Et puis pour moi, si tu veux, j'ai trouvé des valeurs avant même que je me lance, que j'entreprenne. C'est le sport en réalité, notamment le fitness, moi que j'aime beaucoup, qui m'a appris, tu vois, des valeurs fondamentales pour la réussite d'un entrepreneur. La persévérance, le fait de fournir un effort pour produire du résultat, tu vois. Le fait de, parce que la muscu, c'est un sport très ingrat, c'est que quand De ouf. tu C'est peux bosser injuste de pendant malade. 4 ans, t'arrêtes pendant 2 semaines, tu perds tout. Donc le fait de rester constant, de rester régulier, tu l'appliques au business, ça fonctionne. Le fait d'être persévérant, le fait de produire un effort pour obtenir du résultat. Dans un monde où on est tous drivés par la gratification instantanée, etc., on valorise pas l'effort. Ah, c'est toi qui m'avais dit cette dinguerie. Ouais, attends. C'est toi qui m'avais dit. Oh putain, ça c'est ouf parce que ça, je l'avais retenu et je l'avais marqué. Tu m'avais dit. Les choses que je peux m'offrir, je fais en sorte de les offrir sur le différé. Parce qu'en gros, tu veux pas t'offrir les choses tout de suite parce que si t'es dans un monde où t'as assez d'oseille pour tout offrir tout de suite et que tu t'offres tout de suite, tu rentres C'est dans blasé, une boucle infernale où tu deviens blasé, tu vois. Et ça, c'est toi qui m'as expliqué ça et j'avais trouvé ça fou. Ouais, gérer sa dopamine, ça c'est Ouais. un sujet dans lequel on parlait beaucoup parce qu'avant de venir à Dubaï, là, on faisait énormément la fête quand même. Et puis il me disait, mais en fait. Ça a fêté un petit peu le début du nouveau bull run. Ouais. Et puis il me disait, mais c'est vrai, il me dit, Alessandro, tu te rends compte, en fait, le fait de faire la fête et de rechercher, tu vois, la fête, souvent c'est vouloir rechercher de la dopamine rapide. C'est comme mater un porno, c'est Bien comme, tu vois, c'est la même chose. Et donc, en fait, c'est ça, c'est reprendre conscience justement que le plaisir différé est plus appréciable que la gratification instantanée, tu vois. Qu'est-ce que c'est important ça. Le fait de bouffer ton poisson et tes haricots verts pendant 3 mois et d'aller à la muscu tous les jours et de voir ensuite dans le miroir le résultat plutôt que de se dire ok bah vas-y ce soir je fais livrer une pizza. Ouais. Le plaisir, la sensation est décuplée, tu vois. Et quand tu goûtes à ça, bah en fait c'est addictif. Mais le cerveau humain recherche toujours le plaisir, tu vois, instantané. Il faut savoir se mindfucker, c'est assez contre-intuitif. Ouais, parce que tu sais, il y a.
Je sais plus qui disait que l'esprit n'est pas ton ami. Ouais. Ton esprit n'est pas ton ami. Attends. Les émotions sont de très... Les émotions sont de très mauvaises maîtresses. Je sais plus le dicton, mais un dicton qui est génial. Mais ça a trop de sens. Parce que si tu te fais l'idée toute la journée par tes émotions, bah tu te mates 10 pornos dans la journée, tu fais que parler à des meufs, tu bouffes de la merde, tu t'entraînes pas, et au final tu rentres dans une boucle ultra nocive où tous les jours. En fait, je veux dire, la cocaïne n'est pas une drogue. Ouais, je vous l'apprends, mesdames et messieurs, la cocaïne n'est pas une drogue. La dopamine est la drogue de la cocaïne. Mais ça, les gens ont du mal à le comprendre. Que le tabac n'est pas une drogue, l'alcool non plus, la coke non plus, le crack non plus, l'héro non plus. La seule vraie drogue à laquelle le corps humain répond, c'est la dopamine, ni plus ni moins. Et en fait, quand quelqu'un va s'envoyer un rail de coke qui fait la taille de la table, c'est juste parce qu'il s'envoyait des plus petits rails de coke toute sa vie et qu'il arrive à un moment où tellement qu'il a fumé ses circuits de récompense qu'il est obligé de s'en mettre plus, tu vois. C'est vrai. Et en fait, c'est trop stylé parce que tu te dis, la sensation qu'a un cocaïnomane en se prenant un rail, je suis capable d'avoir la même en allant au sport. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ça compense. Je veux dire, ça compense positivement. Tu vois, alors que eux, t'en prends un petit, bam, t'es en bas, ils doivent se recharger. Et c'est comme ça qu'arrive une overdose, tu vois. C'est un mec qui, toute sa vie, prend plus sans arriver à combler ce manque. Parce que, malheureusement, de la coke, t'en prends un petit peu, t'as un pic de dopamine, puis bam, tu recreuses. Tac, tu recreuses, tac, tu recreuses. Et la courbe, elle est simple. Hein. Elle va to the hell, aux enfers. Alors que le sport, tu travailles comme un enculé, donc c'est linéaire, un petit peu décroissant parce que des fois tu arrives à perdre de la motivation jusqu'au jour où tu te rends compte des résultats. Et là, c'est clair. Parce que tu te rends compte que le travail que tu as fourni apporte des résultats, que tu es plus frais, que tu as plus d'attirance, que les gens sont plus attirés par toi, que tu marches avec la poitrine gonflée, tu as plus de confiance en toi. Il y a beaucoup de bienfaits pour au final très peu de méfaits. Et ça t'apporte tellement de bonheur et de dopamine sur le long terme, tu vois. À 100%. C'est pour ça que le sport est une drogue en réalité au même niveau que la coke. Le seul sujet, c'est que c'est pas interdit parce que ça provoque pas de mort. Alors à part pour ceux qui s'envoient un peu trop de picouse. Mais dans l'idée, c'est la différence. C'est la même drogue, sauf que c'est une drogue qui globalement vous amènera pas aux enfers, quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est ça. Je pense que c'est un outil. Enfin, le sport pour moi, c'est un outil. Un outil, ouais, c'est bon ça. C'est un outil qui est nécessaire pour moi pour rester dans la performance. Sur tous les plans, intellectuel, mental, émotionnel. Et la boxe. Émotionnel. Moi, tu vois, je vais dire un truc, la boxe, c'est vraiment... ça m'a donné vraiment beaucoup de choses que je réutilise tous les jours de ma vie, tu vois. Ouais, parce que... Moi, tu vois, il y a cette ambivalence des boxeurs que j'aime trop. C'est que tu verras jamais un vrai boxeur s'embrouiller dans la rue et faire le bout avec tout le monde, tu vois. En général, les gens qui sont très bons sur le ring, dans un octogone ou autre, ou sur un tatami, c'est des personnes qui sont extrêmement calmes dans la vie. Alors, attention, calme, ça veut pas dire tu peux mettre de l'énergie, foutre le bordel, mais qui en tout cas sont très sereins et ont une sérénité qui inspire confiance de malade, tu vois. Et moi, la boxe, ça m'a appris à être détendu, à savoir que je sais gérer des situations qui sont compliquées, conflictuelles, et que les choses, en général, se passent bien ou que c'est pas aussi dramatique que ce qu'on le croit. Et ça, tu vois, ça m'a aidé à faire plein de choses. Par exemple, l'un des premiers invités que j'ai eu sur le podcast, c'est un mec qui s'appelle Théo Audace. Et ce gars-là, sa guideline, c'est « Je veux être l'homme le plus audacieux du monde ». Il fait des dingueries, genre il rentre dans des McDo et il demande où est le Burger King le plus proche. Il va dans le métro, il raconte des blagues à voix haute et personne rigole. Il est vraiment dans le malaise le plus profond. Ouais, c'est chaud. Mais c'est tellement bon. Moi d'ailleurs, j'ai recommandé à tous mes sales. Parce que tu sais, quand t'es sales, tu dois savoir te décorréler du regard des autres. C'est trop important. Et moi, la boxe, ça m'a aidé à me dire, mec, vas-y, il va se passer quoi? C'est quoi le pire qui puisse se passer? Et lui, il m'a dit, alors ce gars-là, il fait des pranks toute la journée à des personnes de ouf. Il m'a dit, mec, en genre 4 ans, le pire truc qui m'est arrivé, c'est une fois un flic qui m'a passé les menottes parce qu'il a mal interprété ma blague. Mec, c'est ouf. Le gars, il a jamais pris une tarte de sa vie, il s'est fait insulter plein de fois, mais ok, comme mes sales se font insulter plein de fois au téléphone tous les jours, il n'y a rien de grave qui change ta vie, tu vois. Et c'est ouf de te dire qu'en fait, on surévalue, on surestime trop les conséquences des actes qu'on fait, alors que très souvent,
Alors que très souvent, mec, c'est c'est. juste ça. Et c'est ce que tu me disais, genre au début. Tu sais, on a cette croyance que parce qu'il y a un mec qui a foutu un message haineux, que Ouais. plus personne nous aime, Ah, ouais, que c'est la descente aux enfers. Mm, mm. C'est fou ça. Trop juste ça. Ouais, on est trop. On est trop dépendant de ces centré trucs. sur nous-mêmes, c'est vrai, en vrai. Je pense que notre réalité est la réalité de tout le monde. Et que nos limites sont les limites des autres. Aussi. C'est bon ça. Ouais. Nos limites sont les limites des autres. Eh ouais. Tout le monde croyait que c'était impossible jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui a réussi à le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi un sujet. Tu vois, moi par exemple, à côté du business, je suis passionné de plein de trucs, de musique et tout. Ouais. Et ce que j'aime bien demander, c'est toi, c'est quoi un sujet d'actualité ou un sujet que tu as étudié qui est pas forcément en corrélation avec le business mais qui te fait kiffer et qui te passionne? Tu vois, genre un truc que tu as compris où tu te dis, ouais, ça c'est oufissime, mais ça a pourtant rien à voir, enfin c'est en connexion directe ou indirecte ou même pas de connexion du tout avec le business que tu fais tous les jours. Par exemple, on regardait une vidéo là dernièrement de Mike Horn, Ouais, tu vois. j'aime trop ce mec. Et moi, dans un monde aujourd'hui, on est vraiment une génération où tu vois, où le modèle entrepreneur, etc., est vachement mis en avant, tu vois, le fait de bâtir, de devenir riche et tout, tu vois, c'est important. Ce que j'adore chez ce gars-là, c'est qu'être un homme, tu vois, en réalité, on aspire tous à une chose, c'est d'être des hommes complets. Moi, j'aime bien cette notion d'être un homme complet, tu vois, sur tous les plans, physique, émotionnel, intellectuel, etc. Et moi, Monter tes jauges. Ouais, monter tes jauges, exactement. Avec les femmes, et aussi, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien chez ce gars, et quelque chose que j'ai vraiment aussi, une des raisons pour lesquelles je pars à Bali, un mois, c'est que développer aussi tu vois, apprendre à redévelopper un peu ce sentiment ces skills d'aventurier, tu vois, de vivre, savoir vivre la nature. Voilà. Rude boy, tu sais, un homme rude. Rude, voilà, c'est ça, tu vois. Et ça me plaît, tu vois, ça me plaît de me retrouver en nature et de devoir compter que sur moi et de devoir me débrouiller, etc. C'est un sujet que j'ai envie de, tu sais qu'on appelle ça pas le backpack, mais ouais, de te retrouver en nature et de devoir t'autosuffire, savoir faire du feu, machin et tout ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Trop stylé. Tout comme justement les expériences, tu vois, spirituelles, tu vois, revenir un petit peu au basique, sortir, j'aime bien, tu vois, ce côté, comme il y a à Dubaï, ce surplus matériel, c'est le matérialisme à outrance, etc. Et d'un côté, c'est une terre d'opportunités business incroyable. C'est clair. Mais d'un côté aussi, j'ai besoin de revenir, tu vois, un petit peu aux bases, tu vois, root boy, comment les hommes, comment nos ancêtres vivaient avant, tu vois, et apprendre à se réapproprier certains de leurs principes et de leurs habitudes, tu vois, quelque chose qui me fait kiffer, que j'aspire à développer dans les prochains mois, encore plus. Trop stylé. Tu sais ce que c'est un épitaphe? Un épitaphe, c'est une signature? Non, un épitaphe, c'est les lettres écrites sur une tombe. Et la question je que j'ai vois pour la toi, question que tu... Ah là, ouais, quel ok. serait l'épitaphe rêvé pour monsieur Alessandro Lambert? L'épitaphe, tu comprends, les gens qui viendraient se recueillir ou qui passeraient devant une tombe imaginaire Ouais, pour l'instant, ouais. se diraient, ouais, j'ai tout capté de ce gars. En une phrase. Écoute, Prends ton temps. il a fait ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a voulu. En fait, il s'est écouté et il a accompli toutes ses volontés. Tu vois. Il a accompli ses volontés. Et il a toujours fait en sorte d'écouter, de suivre son propre chemin. Tu vois. Vivre selon ses propres règles. Voilà. C'est un truc qui est important pour toi, ça? Ouais. Créer ses règles, ouais. Ouais. Ça rejoint ce qu'on disait, ce système un peu de hiérarchie, d'autorité, En fait, c'est ça, c'est... on retrouve sa mentalité rebelle. En fait, c'est juste... Je pense la mentalité entrepreneuriale, ce sont des gens qui ont refusé d'adhérer à un système, qui ont voulu créer leurs propres règles, leur propre système et qui ont voulu vivre en corrélation avec ce système-là, tu vois. Et moi, c'est important, effectivement, c'est pas d'être à contre-courant, c'est simplement, souvent, mes idées sont à contre-courant. De te suivre, toi. Ouais, de m'écouter, moi, ouais, de me suivre. Je trouve ça important.
de ne pas faire les choses, de ne pas être là où les... En fait, mes proches me disent ouais, mais on n'est jamais là, tu n'es jamais là où on t'attend. Et en fait, je vais là où je veux aller. Ouais, tu fais pas exprès d'être là où... Enfin, de ne pas être là où on t'attend. Ça, c'est intéressant parce que les gens souvent disent ouais, regarde, ce mec-là, il cherche que être à contre-courant. Ouais. Bah non, c'est pas le cas. C'est simplement, je m'écoute moi et excusez-moi si je vous emmerde et excusez-moi si mes idées sont à contre-courant. Et tu vois. si je vis surtout ma vie comme je l'entends, en fait. C'est tout. Mais c'est pas parce que toi, t'as décidé d'être à contre-courant, c'est parce que ce que tu ressens au fond de toi, by design ou by definition, est à contre-courant de ce que les gens ont envie de penser, tu vois. C'est ça. C'est ça. Il y a une vraie nuance. Trop de gens vivent leur vie par procuration, tu vois. Putain. Vivre une vie qui n'est pas la leur. Moi, je suis pas trop en accord avec ça. Et c'est une des missions de The Investor, tu vois. J'ai une mission, tu vois, après beaucoup de réflexion, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai créé The Investor et que j'ai porté ce projet. C'est que ce qui est important pour moi, c'est d'éradiquer la pauvreté. Je m'explique. Éradiquer la pauvreté, j'entends ça par la pauvreté déjà en termes d'éducation, tu vois, c'est de redonner accès aux gens, de leur refaire prendre conscience que en fait, c'est l'éducation, apprenez, allez chercher la vraie connaissance, tu vois, ne vous contentez pas de ce que n'allez pas chercher la source chez les médias, tu vois, mais allez chercher... Gardez l'esprit critique. Gardez l'esprit critique. Ça, mec, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Moi, c'est vraiment un truc pour lequel j'essaie vraiment de me battre et de dire, mais attends, mec, mais... Genre, moi, là, mes grands-parents, comme je me suis pris la tête avec t'as pas idée, sur l'idée enfin, tous les sujets entre complotistes ou pas complotistes. Mais en fait, le problème, c'est que si toute la journée, mec, t'es draillé par BFM... Mais c'est fou, tu vois, parce que moi, mes grands-parents, mec, sont dans une life où ils sont draillés par BFM toute la journée, mec. Ah oui, toute la journée, frère. Mais c'est-à-dire que leur vie, c'est-à-dire que eux, dans leur vision du monde, 100% de ce qu'elle dit BFM TV, c'est une vérité stricto sensu. Mais quand tu te poses la question, l'intérêt de BFM, c'est pas de t'éduquer, c'est de faire de l'entertainment, c'est de faire sûr. du divertissement. Oui, je suis d'accord avec ça, Ah, mais c'est flippant, tu vois. Ouais, et moi, je crois vraiment que les personnes qui... Tu sais, les reporters, les chaînes comme Thinkerview, qui essayent de redonner de l'importance à la libre antenne, à l'objectivité. Ils ont pas cette visibilité. Mec, le monde est... Putain, mec, le monde est tellement subjectif, c'est fou, tu vois. Et je trouve que vraiment, chaque personne, pour aller faire un pas vers la liberté intellectuelle, c'est essayer de croire personne. Alors, pas, tu vois, de faire exprès de croire personne, mais se dire, ce que je viens d'entendre, je le perçois, je l'entends. Maintenant, il y a un monde qui existe dans lequel peut-être que c'est un mensonge ou peut-être que c'est qu'une demi-vérité. Les plus grands mensonges sont les demi-vérités. Bah, tu vois, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon livre Une autre voie est possible, tu vois. Une autre voie est possible, c'est ça, il y a autre chose qui existe que ce qu'on vous a toujours montré ou ce que vous pensez croire comme la vérité et comme le seul chemin à suivre. Esprit critique. C'est ça. Mais bon, je reste convaincu. Tu sais, faut pas être dans une démarche, ça je l'ai compris, c'est... avant d'aider les autres, tu vois, faut s'aider soi. Tu vois, faut travailler sur soi. C'est la première chose qui compte. Tu vois, aide-toi, ensuite aide tes proches, ensuite aidera le monde si t'en as les moyens. Ouais, bien sûr. Les mecs qui essayent first step d'aider les autres alors qu'ils sont complètement à l'arrache, c'est chaud. Et ça en plus quand tu l'ajoutes avec les gens qui ne souhaitent pas être aidés, t'essayes, ça c'est ouf ça aussi. Tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Moi mec, le nombre de... Moi c'est ça, c'est... Oh, le nombre de potes à moi que j'ai essayé, je sais pas, c'est mec, peine perdue. Ça c'est chaud mec. Peine perdue. Tu te dis le gars il est au fond, enfin t'as l'impression qu'il est au fond de sa life, il se plaint tous les jours, tu te dis vas-y mec, je te donne un job, tu vois. Tu vas gagner 5 fois plus tous les mois, ça va être un kiff. Ah l'horreur. Et le mec il est là avec... Moi j'ai une règle quand je reviens dans ma vie natale et que je revois mes amis d'enfance, c'est que je ne parle jamais de business. Ouais, c'est trop important. Jamais. Et même quand on essaie de me brancher, alors à l'aise, t'étais à Dubaï, t'as beaucoup voyagé, ça se passe bien? Ouais, ça se passe. Ouais, c'est tout. Et ensuite, je m'intéresse, c'est moi qui les questionne, tu vois, c'est vas-y, je parle, toi, comment ça va, tu vois, T'as vu, frère, c'est trop important, frérot, tu vois, se mettre cette barrière. Moi, tu vois, c'est vraiment un truc ça, que j'ai fait il y a un moment de me dire, moi par exemple, tu vois, mes parents ne savent pas ce que je fais, tu vois. Enfin,
je m'entends, ils ont des... Ils savent dans les grandes lignes. Dans les grandes Mais ils lignes. savent pas l'expliquer aux autres. Ouais, déjà, putain. Mais déjà, personne sait expliquer aux autres. Moi. Les mecs, qu'est-ce que tu fais et tout, c'est une galère. Mais tu vois, moi, il y a beaucoup de gens, parce que tu sais, maintenant, les gens me voient sur les réseaux et tout, donc ils vont demander à mes proches ou à mes amis, etc. Putain, il fait quoi, tu vois. Et les gens souvent répondent commercial. Mais en fait, je te dis la vérité, mec, ça me va très bien comme réponse, tu vois. Ça me va très bien. Parce que, à quoi bon, tu vois. À quoi bon commencer à expliquer, vas-y, j'ai des boîtes et tout, mec. Bon, en fait, on a rien à foutre, tu vois. Le sujet, c'est que je suis heureux et que ça se passe bien, tu vois. Je crois que ça, c'est la meilleure réponse, mec, je suis heureux. Je suis heureux, frérot. Tous les jours, on a daily basis, mec, c'est carré. Et tu vois, pour revenir sur cette notion de quand l'importance pour moi de rester connecté à où je viens, c'est effectivement de se dire aujourd'hui j'ai la chance de vivre je fais ce que j'aime, tu vois. J'ai de nouveaux challenges tous les jours. Tu choisis tes challenges. Dieu merci, tu vois, je manque de rien et tout. Et puis, tu vois, quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure, tu vois, ce truc-là. C'est... Tu as noté celle-ci, toi? Elle est propre, celle-là. Ça, c'est cool, tu vois, de te dire, bah en fait... Quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Ah ouais, tu te dis, au final, je suis pas si mal, tu vois. Putain, c'est clair, mec. Après, tu reviens ici, tu te dis, putain, je suis une merde, quand même. Ah, mec, ça dit tous les jours, mec. Ouais, mais il faut les deux. Bien sûr, mais je suis d'accord. Et c'est pour ça, tu vois, j'expliquais l'ambivalence entre vivre à Dubaï, mais tous les 1 mois et demi, pour pas t'enfermer dans un cocon doré, sinon tu repars jamais d'ici, mec. T'as tout, t'as les plus belles meufs du monde, t'as les meilleurs restos du monde, en un claquement de doigts, t'as des mecs qui viennent t'apporter des trucs, tu vois ce que je veux dire, mec, c'est Disneyland, tu vois. Le problème, c'est que si tu restes ici enfermé trop longtemps, ça devient ta réalité, et tu rentres dans un circuit de dopamine qui est inarrêtable, mec. Inarrêtable. À fond. Et savoir se reconnecter, se rendre compte que, ouais, vas-y, mec, compare-toi, regarde, frérot. Il t'arrivera jamais rien, frérot, tu vois. T'auras toujours un toit où dormir, mais ouais, c'est ça. T'auras toujours quoi te débrouiller à faire de l'argent. Et ça, tu vois, sur la... pour moi, cette notion de risque, tu vois, ça va reprendre des risques. Moi, pour moi, pour ma manière, pour moi, de mesurer le risque et de me dire est-ce que je fais cette action ou je la fais pas, c'est quand j'ai pris conscience que quelle est la pire chose qui peut m'arriver. Je mangerai toujours à ma faim, j'aurai toujours un toit sur la tête. J'ai 25 ans. J'ai pas de famille, ça aussi c'est une notion importante. C'est-à-dire que je suis 100% responsable, tu vois, mes décisions ont un impact que moi. Donc en fait, vas-y, tu vois, c'est maintenant qu'il faut tenter, qu'il faut faire les choses. Frérot, moi j'aime bien conclure avec une question qui est assez simple. Ouais. C'est partage-moi un truc, frérot. Partage-moi un truc qui, toutes les personnes qui vont regarder cette interview vont récupérer cette idée. Musique, achète film. du Bitcoin et achète de l'Ethereum. Ah ouais? Ouais, achète. C'est que ça, mec? Je sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit. Bitcoin et... Choper de billes. Ah ouais? Achète du Bitcoin, achète de l'Ether, attends 5-10 ans et puis tous les gens qui regarderont cette vidéo me remercieront. Putain, tu crois dur comme faire, toi? Bah il faut, ouais. Genre, toi, ah ouais, donc... Enfin, moi il faut parce que si tu veux, la plupart de mes activités reposent sur le Web3. C'est que... Tu fais tout ton possible pour te convaincre que c'est vrai parce que t'as créé je m'auto-convaincs parce que je me base sur des analyses, sur des choses selon moi qui sont factuelles et qui sont économiques, macro, tu vois, qui me font penser que dans les 5 à 10 ans, 5% de la population utilise les crypto-monnaies et dans les années à venir, étant donné la conjoncture, la baisse de confiance qu'il peut y avoir envers le système bancaire, envers le système traditionnel, ces deux cryptos prendront de la valeur. Voilà, donc je propose de faire gagner de l'argent à ton audience. Voilà. Il y a un sujet que tu as envie d'aborder avec moi avant qu'on te fasse le petit instant promotion politiquement correct. Bah déjà je voulais te remercier. Moi c'est vrai que j'étais, avant qu'on arrive à Dubaï avec Joao, j'étais assez enthousiaste à l'idée qu'on se revoie parce que j'avais adoré l'échange qu'on avait eu, les échanges. On a discuté grave. Donc, The Wayne. Non, donc voilà, t'es quelqu'un que j'apprécie, c'est le fait de faire un podcast ensemble, c'est un plaisir, c'est cool. Un sujet particulier là, t'aimerais qu'on parle de quoi? Je sais pas, mec, un truc que t'aimerais. Je sais que t'as l'esprit ultra ouvert, que t'as plein de trucs dans tous les sens, il y a un sujet que t'as envie d'aborder, tu vois, qui te semble important, intéressant, sur lequel t'aimes bien discuter. Ouais. Non, mais je pense que j'espère que les gens, les personnes qui verront cette vidéo, comprendront l'importance justement de se faire confiance, l'importance justement de s'entourer de gens meilleurs que soi, parce que mine de rien on n'a pas vraiment, t'as parlé mais on n'a pas parlé de toi sur cette interview
Mais t'as compris aussi cette notion-là, tu l'incarnes bien parce qu'aujourd'hui J'essaie de faire t'as mon mieux, t'as une très belle réussite. Et donc voilà, j'espère que les personnes qui regarderont cette vidéo apprendront des choses, auront passé un bon moment comme moi je l'ai passé, comme nous, je pense. Et voilà. Mec, trop stylé. Et du coup, où est-ce qu'on te retrouve, frérot? C'est quoi les bails? Comment les gens derrière l'écran te donner de l'argent, te remplir les poches, te suivre, t'admirer? Ouais, bah déjà sur la chaîne YouTube que je vais développer assez massivement, le Insta sur lequel je suis assez actif. J'ai un groupe Telegram aussi. Et voilà, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Trop stylé. Frérot, merci beaucoup d'être passé. Merci. C'était lourd. There you go. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que tu tombes complètement accro à ce podcast et que tu sois le premier à venir écouter les prochains épisodes? Je te laisse réfléchir à cette question. Donne-moi des idées en commentaire. Viens me contacter sur les réseaux. Tu auras toutes les infos autour de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ce podcast va devenir l'événement qui change ta vie. See you there.